Je ne sais pas ce que vous voulez savoir. Je suis journaliste de profession. J'ai fait un certain nombre d'études. Mon souci dans ces études-là, c'est d'avoir le maximum de culture générale. La pratique journalistique est une exigence. Ceux qui veulent mon âge, donnez-leur mon numéro de téléphone, ils m'appellent, je leur donne. Mais je dis simplement que j'ai largement plus de 70 ans. J'ai fait des études ici au Mali, au lycée Terrasson de Fougères, à Askia Mohamed. J'ai fait le lycée aussi au Sénégal, où j'ai passé une cinquantaine d'années. Et en France aussi, bien sûr. Et puis, j'ai travaillé à beaucoup de journaux. Peut-être le plus connu, c'est Jeune Afrique. J'ai travaillé à Jeune Afrique. J'ai travaillé dans d'autres journaux, ici à l'Essor, à la radio, où j'ai été rédacteur en chef un moment. Et puis, j'ai travaillé surtout aussi aux Nations Unies, à l'UNESCO, où j'ai fait une vingtaine d'années. Voilà, récemment, j'ai terminé, je suis au Mali ici, où j'ai aidé mon pays à se doter d'une école de journalisme avec d'autres collègues, à se doter d'une école supérieure de journalisme. Il m'est arrivé de faire un passage à la primature comme conseiller du Premier ministre. Voilà. Mon père était maçon. Ma maman, peut-être la grande majorité des femmes maliennes, analphabètes. J'ai 5 enfants. C'était la voix de son maître. C'était le parti unique. Donc, on disait que nos États qui venaient d'accéder à l'indépendance il y a une soixantaine d'années, à l'époque, on disait, bon, on est en situation de guerre contre le sous-développement. Donc, tout était permis. Comme pendant la guerre de 1945, bon, la liberté d'information était un luxe. Donc, c'était la défense d'abord de la patrie, de la liberté. Donc, au début des indépendances, les pays africains s'est déclaré en guerre contre le sous-développement. Et c'est vrai. Mais au nom de cette vision, on était à la merci des hommes politiques. Les journalistes parlaient, on prenait un discours insipide, inauguration de je ne sais quel dispensaire, n'importe quel ministre exigeait qu'on passe l'intégralité de son discours à la radio. Si vous vous amusez à sauter une phrase, ben c'était un crime de lèse-majesté et on vous le fait payer sévèrement. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a une relative liberté de la presse au Mali. La création des organes de presse ne pose pas vraiment beaucoup de problèmes, malgré les nouvelles dispositions qui ont été édictées par la HAC, la Haute Autorité la Communication. Ça reste qu'il n'y a pas un obstacle infranchissable pour créer une télévision, pour créer une radio. Oui, pour mettre un peu d'ordre là-dedans, peut-être qu'on a mis l'accent sur les conditions matérielles. Il faut que les journalistes qui sont dans ces organes de presse soient quand même à l'abri d'une certaine forme d'esclavage. Il faut qu'on garantisse un minimum de sécurité. Bon, aussi, il faudrait qu'on veille au contenu, que n'importe qui ne soit pas autorisé à dire n'importe quoi. Ce sera au détriment des valeurs citoyennes. Or, un citoyen bien informé est un citoyen qui va être davantage utile à la construction de la démocratie dans nos pays et à la construction de l'État. Bon, bref, pour faire court, les conditions de pratique jadis
était relativement difficile comparé à ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez des équipements avec un petit smartphone, vous pouvez faire un film, vous pouvez faire un documentaire. On n'avait pas ces facilités-là avant. Aujourd'hui, les caméras que vous avez, vous les prenez avec un doigt. Avant, c'était de grosses machines, comme si vous déplaciez une maison. Donc aujourd'hui, grâce à la technologie, la pratique du journalisme devient de plus en plus aisée, devient de plus en plus facile. Là, vous posez une question très très pertinente. Vous comparez le journalisme et la communication, c'est très pertinent. C'est très 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 pertinent. C'est pas la même chose du tout. Beaucoup de responsables politiques, des ministres, beaucoup de responsables industriels, des chefs d'entreprise, beaucoup de responsables d'organisations non gouvernementales, les ONG et même des organisations internationales font la confusion entre journalisme et communication. Pour schématiser, avec tout le respect que j'ai pour les communicateurs peut être comparé un peu à un griot. Je n'ai rien contre les griots, ma maman était griotte, donc je n'ai absolument rien contre les griots. Il a pour vocation de flatter le produit qu'il a recruté. Je suis dans un ministère, je suis au service d'un président, je suis au service d'une organisation internationale. Eh bien, je mets en valeur la visibilité, je mets en valeur tout ce qui est positif par rapport à ça. Ce n'est pas à moi de critiquer. Les journalistes, au contraire, il n'a pas le choix. C'est un thermomètre. Si vous allez chez les médecins, si son thermomètre n'est pas fidèle, si vous faites 36 degrés et qu'il vous dit le thermomètre fait 38, 37 degrés, 38, 39, 40 degrés, ben vous êtes candidat au coronavirus. Vous voyez, alors que ce n'est pas vrai. C'est parce que le thermomètre n'est pas bon. Il faut donc que le thermomètre soit fiable. Le journaliste est tenu de dire rigoureusement, doit être absolument fidèle aux faits. Il doit être absolument fidèle aux faits. Alors, quand je dis ça, je nuance en disant qu'il reste un être humain avec ses sens qui peuvent ne pas être fidèles. La preuve, je porte des lunettes. Donc, cet instrument permet de corriger un peu ce que je dois voir. Alors, si vous prenez un aigle chasseur, ce qu'il voit à 400 mètres là-haut, vous, à 10 mètres, vous ne percevez pas ça. Si je demande à 10 journalistes de venir dans cette pièce et de décrire la pièce, vous ne verrez pas deux copies qui vont se ressembler. Donc j'ai dit, la pratique journalistique, il faut quand même aussi nuancer. Mais le principe, c'est que le journaliste doit être rigoureusement fidèle aux faits. Le monsieur qui fait la publicité de Coca-Cola ne va pas vous dire il y a 8 morceaux de sucre dans chaque bouteille, faites attention, ça peut vous donner le diabète. Ce n'est pas le responsable à la communication de Coca-Cola qui va dire ça. Ce n'est pas le responsable de la communication qui va vous dire non, à votre âge, ne mangez pas les conserves. Le soir, surtout, faites attention au sel. Non, parce qu'il vante un produit. Il met en exergue, en relief, les qualités de ce produit-là. Par contre, les contre-produits, les défauts de ce produit, il passe ça sous silence. Le journaliste n'a pas cette liberté-là. Il doit tout faire, autant que possible, avec les marges d'erreur qu'on peut lui accorder. Il doit tout faire pour rester fidèle aux faits, et rien que les faits. C'est ça un petit peu
la différence qu'on peut avoir entre communication et journalisme. J'espère que votre public il connaît ce que c'est qu'un guignol. Vous avez la dent dure, non sans raison parfois, mais peut-être qu'il faudra nuancer cela. Nous avons vraiment une presse où on peut rencontrer des journalistes qui ne font pas forcément la fierté de la presse, de la profession. Mais honnêtement, je pense aussi qu'on a des journalistes, notamment dans la jeune génération, qui m'impressionnent par la qualité de leurs prestations. Vraiment, il m'arrive de lire des articles et même de prendre mon stylo, mon téléphone, de les appeler, de dire bravo, j'ai beaucoup aimé votre article. Ça n'arrive pas souvent, mais ça existe. Le problème, et ça, je pense que la profession elle-même en a conscience. A conscience qu'il faut vraiment améliorer la qualité. Il y va de notre respectabilité. Mais il n'y a pas de démocratie sans presse. Alors, si on veut avoir une démocratie vraiment au rein solide, si on veut avoir des citoyens vraiment bien informés, il faudrait que les journalistes aient conscience des exigences, de l'éthique, de la déontologie, de la morale qui sous-tendent la pratique de cette profession-là. Ça doit venir d'eux d'abord. Mais il faut aussi que les citoyens soient exigeants. Si je vais au marché, j'ai la liberté de choisir le produit que je veux. Si je dois acheter un journal ou écouter une radio, je dois me définir des critères. Je dois être assez vigilant pour ne pas acheter n'importe quoi. Il faut que je sois sûr que ces journalistes-là sont de qualité. Et la profession, les organisations professionnelles, j'essaie pour les approcher que beaucoup ont le souci de cette qualité-là. Je pense que c'est ce qui a poussé l'État à créer une école de journalisme pour améliorer la qualité des produits. Il existe d'autres écoles de journalisme au Mali, privées. Je pense que ces écoles-là doivent également avoir les soucis rigoureux. Il ne faut pas qu'ils se contentent d'encaisser facilement l'argent des braves gens. Il faudra vraiment qu'ils aient les soucis de la qualité. C'est vrai que quand on est intransigeant dans une école, quand on est intransigeant dans les écoles privées, les étudiants disent « Oh non, 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 on me fatigue, je vais aller dans une autre école où on me posera moins de problèmes. » J'ai vu des journalistes qui sont en année de maîtrise, qui ne savent pas ce que c'est qu'une dépêche journalistique. J'ai vu des journalistes qui sont sortis de certaines écoles privées, qui n'ont jamais fait de reportage sur le terrain. Ça, c'est pas acceptable. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le ministère de l'enseignement supérieur, qui est supposé garantir la qualité de la formation, doit se montrer moins complaisant à l'égard des institutions de formation, doit être beaucoup plus exigeant et ne pas tomber dans la facilité, résister à la corruption pour vraiment assainir la qualité qu'on trouve dans les écoles de formation. Oui, non, c'est évident. Je sais très bien qu'il y a un petit débat autour de ça, mais pour moi, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Mais bien sûr, l'école de journalisme où je donne des cours a sa raison d'être. Mais je vais vous donner... Oui, elle est récente, mais je vais vous donner un exemple. On prend les exemples qu'on connaît, là où on est. Actuellement, en France, il y a environ 35-36 000 journalistes. Sur ces 35-36 000 journalistes, vous avez peut-être 40% qui sont sortis des écoles de formation.
Donc vous avez 60% qui n'ont pas pratiqué d'école de formation, mais qui ont un bagage intellectuel suffisamment solide. Vous savez, cette profession-là, apprendre à rédiger une interview, à faire un reportage, à faire un documentaire, je vous assure, de manière intrinsèque, 6 mois suffiraient largement pour apprendre le contenu et la formation des journalistes. Mais une école de journalisme, ce n'est pas seulement que ça. Il y a un ensemble de matières, de formation professionnelle, de comportement qu'il faut apprendre. C'est ce qui explique cette durée sur 3 ans pour avoir, par exemple, une licence. Donc, quelqu'un qui a un doctorat en droit, qui fait du journalisme, il va dans une rédaction, je vous assure, vraiment, s'il est bien coaché, en 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, il devient un excellent journaliste. Donc les écoles de journalisme sont nécessaires, elles ne sont pas indispensables. Il faut se donner les moyens intrinsèques, vraiment, de faire cette formation personnelle. Et le danger même des écoles de journalisme, c'est l'illusion de la transparence. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait l'école de journalisme, qu'on a un diplôme, on pense que c'est terminé, c'est fini. Non, 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 ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Au contraire, on vous a juste donné le visa pour pratiquer la profession. C'est à partir de là que vous devez vous investir. Vous investir comment? Par la culture générale. Un jeune journaliste qui a terminé son diplôme, ben moi je l'encouragerais à faire une licence en droit. Le droit, le droit est incontournable. Le droit est incontournable à la formation des journalistes. Secondairement, on peut parler de l'économie. On peut parler de la connaissance d'une langue autre que le français, en l'occurrence l'anglais. Aujourd'hui, l'essentiel de la production intellectuelle, à 90%, ça se fait malheureusement en anglais. Si vous n'avez pas une solide connaissance de l'anglais, vous ne pouvez pas devenir un bon journaliste aujourd'hui. Donc, les écoles de journalisme de qualité, oui, on en a besoin. Mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut que le journaliste soit conscient qu'à sa sortie, si vous n'arrivez pas à lire 3 ouvrages de culture générale dans le mois, ben je suis désolé, vous n'êtes pas à la hauteur. Nous sommes au cœur de la politique, vous insistez là-dessus, mais il n'y a pas que la politique, hein, dans tous les domaines. Dans le domaine du sport, vous rencontrez la même problématique, le traitement de l'information, le traitement de la vérité. Ce n'est pas simplement dans le domaine de la politique, mais dans d'autres domaines. Il y a une règle, la fidélité aux faits. Le journaliste a le droit d'avoir des sympathies, il a le droit d'avoir une religion, il a le droit d'avoir une carte de presse, la carte d'un parti politique. C'est totalement son droit. Mais si j'ai la carte, je n'ai de carte d'aucun parti politique. Mais si, par hasard, je devais avoir la carte d'un parti politique, eh bien, ça ne doit absolument pas m'amener à être, j'allais dire, la caisse de résonance de ce parti-là. Non, non, non. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Évidemment, nous avons une conscience, nous avons un cœur, nous avons une sensibilité. Si j'ai un parent qui a commis des indélicatesses, qui a commis des actes qui frisent la délinquance, non, je demanderai qu'on me dispense de faire des reportages sur ça. Oui, quand même, il ne faut pas exagérer. Je ne vais pas insulter mon père parce qu'il a commis, il est auteur d'une forfaiture. Je demanderai qu'on me dispense.
Même, je ne pense pas qu'il soit bon de prendre un journaliste qui s'affiche avec la carte du RPM, d'aller faire un reportage pour un journal qui se veut neutre. Mais le RPM a le droit d'avoir des journaux, a le droit d'avoir des radios, mais un journaliste qui veut être neutre doit être, même si j'ai la carte de ce parti-là, même si j'adhère à ce parti politique, j'ai un contrat moral, un contrat de confiance avec mon public. Je dois d'abord l'informer, lui dire les faits. Après maintenant, en étant clair, en définissant les règles du jeu, maintenant, moi, partisan de tel parti, voilà mon sentiment, voilà mon avis, voilà mon point de vue par rapport à telle situation. Il en a le droit. Mais il faut que les règles du jeu soient très claires, que ceux qui vous lisent sachent exactement quelle est votre posture. Quelle est votre posture? Donc, on en revient à la même chose, le côté sacré de la vérité, le côté sacré du fait. La matière première du journaliste, ce sont les faits. Et en dehors des faits, on ne peut pas être journaliste. Même dans un éditorial qui est par excellence un article de prise de position, hein, ou dans lequel on peut se permettre d'être manichéen, c'est-à-dire où on peut se permettre, voilà le bien, voilà le mal, même dans ces cas-là, il faut une documentation qui repose sur du factuel, sur du concret. Sinon, on est malhonnête. On induit les gens en erreur et c'est pas légal, ce n'est pas normal. On doit être poursuivi. Les tribunaux doivent s'autosaisir de certains articles qui sont nuisibles à la société, à l'équilibre de la société, à la stabilité de la société. Vous abordez là un débat assez sérieux, c'est-à-dire l'invasion de notre environnement par cette multitude de médias, hein, les réseaux sociaux, les journaux. Bamako, si je ne m'abuse, pour une population de 2 millions d'habitants, 2,5 millions peut-être, vous avez plus à peu près 12, 13, 14 quotidiens pour 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants avec un pouvoir d'achat dérisoire, avec des salaires minables. Prenez une ville comme Paris, qui a à peu près entre 9 et 10 millions. En termes de quotidiens, ils n'ont pas une dizaine de quotidiens. Quand vous prenez les journaux qui paraissent le matin et les journaux qui paraissent l'après-midi, les journaux dignes de ce nom, la ville de Paris en compte peut-être 5 ou 6. Je ne vais pas faire la publicité, sinon je peux les citer assez facilement. Beaucoup de journaux écrits ont été obligés de mettre la clé sous la porte avec l'avènement des nouvelles technologies. Si je m'appuie toujours sur l'exemple de la France, il y a une dizaine d'années, le nombre de journalistes était environ de l'ordre de 40 000 professionnels. Aujourd'hui, 10 ans après, il y a près de 5 000 qui ont abandonné la profession pour autre chose. Précisément sous la pression de ces nouvelles technologies-là. Mais je citerai aussi des journaux qui sont devenus plus florissants, plus prospères, malgré la présence de ces nouvelles technologies. Le problème, c'est de pouvoir s'adapter. C'est de pouvoir s'adapter. Si vous vous contentez d'annoncer l'information
qui est dévolue, fonction qui est dévolue à la radio, aux nouvelles technologies d'une façon générale. S'il y a un événement le matin, à Dieu ne plaise, un avion qui s'écrase sur une colline des environs, mais un quart d'heure après, la nouvelle est répandue comme une traînée de poussière un peu partout. Un quart d'heure après, vous verrez des photos, vous verrez des commentaires. Si le lendemain, le quotidien de la place se permet de répéter la même chose, là, évidemment, les gens ne vont pas lire. Donc, j'ai dit qu'il faut faire preuve d'imagination, il faut faire preuve d'originalité. Ce qui s'impose aujourd'hui, surtout à la presse écrite, c'est l'explication. Il faut que les articles soient des articles d'analyse, d'explication. Il faut qu'ils aillent au-delà de la simple annonce. Un avion s'est écrasé, il faut s'informer dans quelles sont les circonstances. C'est quoi comme appareil? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il faut expliquer les causes de l'accident. Il faut expliquer qu'est-ce que c'est qu'un avion. Il faut essayer d'expliquer vraiment la nature de l'appareil, les causes de l'accident. Alors ça, j'ai dit, ça nécessite une certaine expertise intellectuelle. Donc, ça exige davantage des journalistes de s'informer, de se cultiver, pour pouvoir aller au-delà de la simple annonce de l'information. En somme, la presse écrite doit aujourd'hui privilégier l'explication, l'analyse, le pourquoi. Non, on est limité par notre culture générale. On est limité par notre culture générale, encore une fois de plus, qui n'a rien vu, n'a rien à dire. Oui. Les journalistes qui sont à Mediapart, à commencer par Eddy Plenel, le patron lui-même, qui a dirigé Le Monde pendant plusieurs années, est une encyclopédie. Je l'ai rencontré, j'ai échangé avec lui en Côte d'Ivoire, mais c'est du nectar, c'est un plaisir de l'écouter. Il ne dit pas n'importe quoi, il sait de quoi il parle. Alors donc, mon souhait le plus ardent, et si j'étais sollicité, je me battrais pour ça, c'est de faire en sorte qu'une école comme l'École supérieure de journalisme forme des spécialistes. Forme des spécialistes, des gens, quand ils parlent de médecine, ils savent de quoi ils parlent. Quand ils parlent de coronavirus, ils savent de quoi il s'agit. Quand ils parlent de sida, ils savent de quoi il s'agit. Quand ils parlent d'économie, ils savent de quoi il s'agit. Douloureusement, bien sûr, douloureusement, comme tout le monde, on aimerait vivre en paix. On aimerait vivre en paix. Les événements dans l'actualité immédiate s'inscrivent dans un cadre plus général qui remonte à 2012 et peut-être même bien avant. Donc en tant que citoyen malien, j'ai vu tout ça douloureusement, péniblement. Ça me fait mal de voir mon pays dans cette situation de crise, de voir des citoyens maliens s'entre-déchirer, de voir des citoyens maliens se haïr. Ça fait mal, ça fait très très mal. Les journalistes que je suis ne peuvent pas être heureux devant une scène comme ça. Et je demande toujours aux bonnes volontés de prier pour que vraiment nous puissions sortir de ces mauvais pas-là. Mais il faudrait que chaque Malien soit conscient de ses responsabilités, de ses devoirs, de ses obligations dans les circonstances actuelles. Tout au long de cet entretien, j'ai parlé de vérité, j'ai parlé de liberté. Mais en politique aussi, les mensonges ne payent pas. L'opportunisme ne paye pas. Les calculs mesquins, médiocres ne payent pas. Oui, il faut avoir le courage
dire la vérité. Il faut avoir le courage d'être sincère. Il faut que les dirigeants du Mali aient conscience de l'obligation d'une gestion saine de la nation. Ils ont ces obligations-là. À quelque niveau qu'on se trouve, c'est une obligation qui interpelle tout. C'est un devoir qui interpelle tout le monde. On ne peut pas faire passer par perte et profit la mauvaise gestion. Ce n'est pas possible. Mais toujours dans la bonne foi, dans l'honnêteté, dans la liberté, dans le courage moral, sans haine. La haine ne peut pas guérir la haine. La haine, avec la haine, on ne peut rien bâtir, on ne peut rien construire. Bon, je ne vais pas faire de la publicité, pour moi ça n'a pas d'intérêt. Je collabore à des journaux qui me font confiance, qui me demandent, qui me sollicitent. Quand je peux, quand j'ai le temps, j'apporte ma contribution. J'ai fait beaucoup de communication aussi. Des jeunes viennent ici, nous discutons. Ils amènent des sujets, mais je ne suis pas un savant. Si vous venez me poser une question, je vous demande de poser votre sujet, donnez-moi une semaine pour que je me documente moi-même. Je n'invente rien. Je n'invente rien, j'essaie d'aller sur Internet, qui n'est pas les lieux les plus privilégiés pour avoir l'information. Soit dit en passant, il ne faut pas... Internet a des limites. Il raconte des sottises énormes parfois là-dessus. Sur le Mali, j'ai eu à chercher des informations. J'ai lu des choses énormes qui ne sont pas du tout la vérité. Sur le plan de la géographie, sur le plan de l'histoire. Bon. Donc, mais c'est fait par des gens. Qui disent de contre-vérité. Bon. Donc, j'essaie d'être disponible à mon entourage, en toute humilité, en toute simplicité. Quand on me demande si je peux, j'apporte mon concours. Quand je ne peux pas, je dis je ne peux pas. Bon, vous voyez, je suis parfois contrarié. Je crois qu'il faut se garder d'opposer, j'ai plus de 70 ans, mais il faut se garder d'opposer les générations. Il faut qu'ensemble on se donne la main pour regarder dans la même direction et se dire qu'on est complémentaires. Il y a un adage qui est vieux comme le monde. Ah, si jeunesse savait. Ah, si les vieux pouvaient. Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin de complémentarité. Nul n'a le monopole de la vérité ou de la force.